brève portée de vue, on peut sans trop se leurrer annoncer que l'Europe judéo-chrétienne va disparaître sous le coup des flux migratoires qui ne cessent d'augmenter et contre lesquels rien n'est fait et contre lesquels d'ailleurs rien ne peut être fait. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'intitule L'art d'être français, dont je tire cette phrase et qui est écrit par Michel Onfray. Michel Onfray est un philosophe et essayiste français, auteur de plus d'une centaine d'ouvrages, dont le plus connu est sûrement son traité d'athéologie. Il défend une vision du monde hédoniste, épicurienne et surtout athée. En 2002, il crée sa propre université, l'Université populaire de Caen, et en 2020, il lance sa revue trimestrielle Front populaire, qui se donne pour objectif de rassembler tous les souverainistes, c'est-à-dire tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans notre dualité politique actuelle, droite-gauche. Son dernier ouvrage paru en mai 2021 est une compilation de 12 lettres à destination de la jeune génération, je cite, pour lui raconter les racines culturelles de notre époque. Il évoque des sujets tels que la pensée française, la moraline, l'infantilisation, le néo-féminisme, le décolonialisme, l'antifascisme, l'islamo-gauchisme, la déresponsabilisation, la créolisation, l'art contemporain, l'écologisme et l'antispécisme. Je ne pourrai malheureusement pas vous restituer l'ensemble de ces lettres, mais je voudrais quand même en évoquer 4 en 3 parties. La pensée française, l'infantilisation et la déresponsabilisation, et enfin l'art contemporain. Dans la première lettre, Michel Onfray nous expose 6 auteurs qui ont permis l'édification de la pensée française. Ces auteurs sont Montaigne, qui invente la laïcité, Rabelais, qui invente le corps épicurien français, Descartes, qui nous livre une méthode pour donner les pleins pouvoirs à la raison, Voltaire, qui rentrera dans l'histoire non pour ses tragédies, mais pour son ironie, Marivaux et son style où l'on raffine sur le sentiment et l'expression, et enfin Victor Hugo, l'écrivain humaniste qui incarne le plus la France. Aujourd'hui, l'auteur considère qu'il n'est plus possible d'être rabelaisien, cartésien, voltairien, de pratiquer le marivaudage et de se réclamer de l'idéal de Victor Hugo. Et oui, fini l'homme bon vivant qui boit et qui ripaille, fini la femme à la poitrine généreuse. Aujourd'hui, il n'existerait plus d'hommes ou de femmes naturellement. Autrefois, le sexe s'inscrivait dans l'ordre naturel, aujourd'hui il s'inscrit dans un ordre sociologique et peut donc faire enfin l'objet d'un choix. Mais il faut quand même prendre conscience que cette indifférenciation sexuelle entraîne une artificialisation des corps qui pose les jalons de sa marchandisation et du transhumanisme. Aussi, l'art de conduire correctement sa raison n'est plus à l'ordre du jour. On peut être raciste sous prétexte d'être racisé, misogyne, phallocrate, antisémite, homophobe, pourvu qu'on utilise la couverture de l'islam. Aussi, en matière d'écologie, l'auteur dénonce le fait que l'on ne peut plus faire la part des choses entre l'anthropisme et les cycles naturels mesurés par l'astrophysique. La raison étant vue comme un instrument d'homme blanc dominant, il est temps de la jeter dans les poubelles de l'histoire. Notre époque ne permet plus non plus le marivaudage, c'est-à-dire cette séduction par étapes. Compliqué aujourd'hui d'approcher une femme quand vous savez que la galanterie est vue comme un instrument de soumission de la femme par le patriarcat. Qu'un compliment peut très vite s'apparenter à du harcèlement et que coucher avec une femme peut très vite muter en viol. Enfin, l'impossibilité d'être hugolien, c'est-à-dire de considérer que le peuple est le moteur de l'histoire. Cette vision du bonheur du peuple n'est plus possible depuis François Mitterrand et de sa fameuse parenthèse libérale ouverte en mars 1983, parenthèse qui ne sera jamais refermée. Dans la 3e et 8e lettre, Michel Onfray dénonce les phénomènes d'infantilisation et de déresponsabilisation qui sont à l'œuvre dans notre société. Il dit, je cite, « Une civilisation qui s'effondre connaît un moment de sénescence assimilable à un retour à l'enfance. » Dans la Bible, le livre de la Genèse nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image, c'est-à-dire composé d'une intelligence et d'une volonté, autrement dit libre. Freud, lecteur de Spinoza, Schopenhauer et Nietzsche, à l'articulation du 19e et du 20e siècle, travaille à détruire la théorie du libre arbitre selon laquelle l'homme serait capable de choisir entre le bien et le mal. Cette théorie permet donc à l'homme de devenir responsable, et donc potentiellement coupable et donc potentiellement punissable.
Freud pense démontrer l'existence de l'inconscience. Cet inconscient, transmis de façon phylogénétique, c'est-à-dire d'un individu à l'autre via l'espèce, renferme des souvenirs, c'est le lieu du refoulement des pulsions socialement inacceptables. Même si Freud prône la répression des instincts, des pulsions de la libido, le contact de ses thèses avec le marxisme va en prôner leur libération. Ce freudo-marxisme est l'un des piliers de l'idéologie 68arde, portée notamment par Michel Foucault et Françoise Dolto. Mais si le libre arbitre n'existe pas, que l'inconscient fait loi dans la vie d'un homme, que sa responsabilité se trouve totalement abolie, l'homme ne peut plus être coupable, et s'il n'est pas coupable, il est forcément victime. Et victime de qui? De la société qui le culpabilise. Si l'homme ne peut pas être responsable de ses actes, alors il redevient un enfant, car c'est bien cela qui différencie l'enfant de l'adulte. Être homme, c'est précisément être responsable, nous disait Antoine de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes. L'auteur nous dit « Après avoir obtenu la mort de l'autorité sur les barricades du printemps 68, faute de père, une génération d'adultes sur le papier s'est retrouvée affligée du complexe de Peter Pan, elle n'a pas voulu grandir. Nous sommes dans une civilisation où les adultes sont redevenus des enfants et des enfants rois. La particularité de l'enfant roi est qu'il est dominé par ses passions, narcissiques, égocentriques, égotiques et peu tolérant face à la frustration. On comprend mieux par ce prisme la remise en cause constante de l'usage de la prison, ainsi que le bon fonctionnement du néolibéralisme, qui n'est que la version enfantine du capitalisme, c'est-à-dire la satisfaction de tous les caprices à l'état brut. Malheur à la ville dont le prince est un enfant, nous dit l'Ecclésiaste. Dans une 10e lettre, Michel Onfray dénonce l'art contemporain militant. Alors il ne dénonce pas en soi l'art contemporain, mais bien l'art contemporain militant. Il prend comme exemple le bouquet de tulipes de Jeff Koons, censé présider la commémoration des victimes des attentats parisiens de 2015 et de 2016. Étonnamment, les 11 tulipes sont aux couleurs de l'arc-en-ciel et font irrémédiablement penser au drapeau du lobby LGBT. La récupération de ce symbole trouvera une certaine résistance dont les auteurs seront soit pris pour des homophobes, soit pire pour des complices du terrorisme islamique. Et dans ce cadre-là, l'essentialisation ne se fait pas attendre. Si vous êtes contre le lobby LGBT, vous êtes un terroriste. Ces phénomènes d'infantilisation et de déresponsabilisation, ces courants de pensée tels que l'écologisme radical, l'antispécisme, le néo-féminisme et j'en passe, participent à la destruction de notre civilisation. Michel Onfray a une lecture vitaliste de l'histoire des civilisations. Il considère que les civilisations sont comme des organismes vivants, et comme tout organisme vivant, la naissance marque le point de départ de l'irrémédiable chemin qui l'emmènera vers la tombe. Il considère d'ailleurs que la civilisation occidentale est déjà morte. Il nous dit « Ce n'est pas les afflux de migrants qui tuent la civilisation judéo-chrétienne, c'est bien parce que la civilisation judéo-chrétienne est déjà morte que les afflux de migrants ont lieu. » Pour l'auteur, nous sommes dans une période de tuilage entre deux civilisations, entre la civilisation judéo-chrétienne et la civilisation transhumaniste. Avant cela, nous verrons le face-à-face entre la civilisation islamique et la civilisation technique. Et la technique ne fait pas bon ménage avec une pensée féodale, nous dit l'auteur. Quand j'ai fermé le livre, je me suis posé la question de savoir si l'on pouvait vivre avec cette vision que tout aura une fin et que tout court irrémédiablement à sa fin. Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui parce que cela est vrai. Dans un monde fini, tout a une fin. Je pense que la civilisation transhumaniste est un leurre, qu'elle est le plus grand hold-up civilisationnel de toute l'histoire en nous faisant croire que nous sommes aux portes de l'éternité. Elle est le corollaire d'une pensée enfantine qui pense que la vie est longue, très longue, trop longue pour se soucier du lendemain. Pendant que les enfants pensent à jouir de la vie, les hommes, eux, se préparent à la mort. Mais alors, à quoi bon se battre pour quelque chose qui de toute façon mourra? Eh bien, j'ai deux réponses à cette question légitime. La première est que la mort n'est pas la fin de tout, et que justement, ce que nous faisons dans la vie résonne dans l'éternité. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir pris du temps pour la regarder. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau livre.